suis toujours en train de regarder. Je suis un voyeur professionnel. J'ai toujours intérêt à interroger des gens, à observer des gens dans la rue, dans le métro, Bon, comme j'ai ma carte, personne ne peut m'arrêter, mais c'est un vrai plaisir de regarder, d'écouter, d'essayer de comprendre des bribes de conversation, voilà, des logiques sociales qui se déploient en permanence. Bonjour Bernard Lahire. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui et j'avais envie de commencer cette rencontre par un courrier de lecteur que j'ai reçu il y a une dizaine de jours qui disait ceci. Après l'interdiction de l'héritage culturel par M. Lahire, après la suppression de la succession économique par M. Piketty, pourra-t-on encore transmettre à ses enfants son abonnement à Télérama ? Alors, je le trouvais amusant, mais très injuste, parce que votre dernier livre, Enfance de classe, qui est un très gros livre collectif, faut-il le rappeler, ne dit absolument pas qu'il faut supprimer l'héritage culturel. En réalité, il souligne à quel point le patrimoine culturel peut jouer un rôle, mais pas seulement culturel, peut jouer un rôle extrêmement important dans les inégalités que rencontrent les enfants en dernière année de maternelle, et à quel point cet héritage est souvent ignoré ou oublié à la fois des politiques, parfois aussi un petit peu de l'éducation nationale, et qu'il y aurait sans doute beaucoup de choses à faire pour pouvoir réduire ces inégalités qui commencent donc à un si jeune âge. Je rappelle que le sociologue que vous êtes, professeur à l'École normale supérieure de Lyon, n'a pas travaillé simplement sur l'échec ou la réussite scolaire, même si ce fut bien entendu une grande partie de votre travail, notamment à vos débuts et puis dans ce dernier livre, mais que vous avez aussi travaillé sur les conditions de vie et de travail des écrivains. Vous avez travaillé sur l'œuvre de Kafka, la façon dont une œuvre d'art parvient à la consécration d'une œuvre d'art, un livre pour lequel on avait fait d'ailleurs un entretien. Et puis, vous avez plus récemment aussi travaillé à la tentative d'une sociologie des rêves. Alors peut-être commencer par une question très simple. À quel moment et comment avez-vous su que vous alliez vous marier avec cette discipline qui est la sociologie ? C'est compliqué. C'est toujours compliqué. Là, en fait, c'est un entretien sociologique que vous faites. Bon, alors, pour une fois que vous êtes de l'autre côté. Voilà, je mérite que ça, puisque j'ai mis à la question tellement de gens qu'il faut bien que j'y passe moi aussi. Alors, c'est vraiment, ça s'est fait petit à petit, parce que vraiment, je vais à travers mon cas essayer de pas parler que de moi, parce que sinon c'est pas très intéressant. Je pense que quand on a 17-18 ans, qu'on est au lycée, et qu'on vient de milieu populaire, et qu'on n'est pas forcément là... on est là pas complètement normalement, on va dire, parce qu'on réussit un peu mieux que les gens de sa famille, etc. L'horizon est assez vague, en fait. On ne sait pas du tout ce qu'on veut faire. On sait ce qu'on ne peut pas faire, parce qu'on est mauvais dans telle ou telle matière, etc. Moi, je m'étais orienté vers un lycée technique. Donc j'ai fait une formation technique, rien à voir avec la sociologie. Je rêvais d'être une sorte d'ingénieur, enfin le terme électronique me disait quelque chose. Voilà, j'ai même préparé le concours pour être contrôleur aérien. Voilà, donc, je suis sociologue aujourd'hui, mais enfin j'ai préparé réellement ça. J'avais acheté tout ce qu'il fallait pour préparer le concours et ainsi de suite. Mais bon. Voilà, je me suis rendu compte petit à petit que c'était très difficile, en fait, que c'était un univers technique, scientifique, etc., où j'avais quand même de la peine, même si j'étais fasciné par les sciences, et qu'en revanche, je m'interrogeais beaucoup sur ma situation, et que le monde social était assez étrange pour moi. Donc en fait, progressivement, mais je ne savais pas comment dire ça, ça s'est fait à travers les cours de français, parce qu'en français, on parle de texte et on parle d'humanité, etc. Ça s'est fait à travers les cours de philo. Et puis progressivement, je me suis inscrit à l'université en fac de psycho et de sociaux.
J'ai abandonné la psycho et j'ai continué la socio. Et très rapidement, après, je ne vais pas raconter trop longtemps, mais c'est parce que j'ai rencontré une sociologie qui m'a vraiment... c'était même plus une question intellectuelle, c'était à l'estomac, quoi. C'est quelque chose de très très fort comme rencontre. C'est l'idée que, ah oui, on a un savoir sur le monde social et ce savoir dit des choses fondamentales et moi je le vivais très physiquement en fait. Et donc voilà, je me suis marié, alors effectivement, très très fortement et je n'ai pas divorcé. Ouais. Et ce travail, peu à peu, s'est fait aussi, d'après ce que vous m'avez dit dans le dernier entretien que nous avons fait ensemble, grâce aux femmes dans votre famille. C'est-à-dire, elles ont joué un rôle important dans votre regard sur ce qui vous arrivait, ce que vous étiez, ce que vous deveniez et le milieu sociologique dans lequel vous étiez, à travers notamment 2 exemples peut-être dont on peut parler. Ensuite, on en viendra au monde scolaire dans lequel vous êtes plongé. C'est d'abord le rôle de votre mère et puis aussi le fait que lorsque vous étiez petit, il y avait beaucoup de réunions de famille, si je me souviens bien, et dans ces réunions de famille, vous aviez plutôt tendance à aller écouter les femmes qui se parlaient entre elles et qui, pour vous, ont constitué ces conversations un formidable premier travail d'enquête sur la façon dont on parle des autres et du milieu dans lequel on est. Alors ça, je m'en suis rendu compte évidemment qu'après, quand j'étais sociologue et que je me suis rendu compte de ce que j'avais vécu. Alors, tous les gens savent que dans une famille, il y a une division des tâches, il y a une division des activités, etc. Les garçons vont faire des choses avec les groupes d'hommes, avec leurs cousins, avec leurs frères, avec les oncles, etc. Dans ma famille, il y avait des gens qui faisaient des travaux dans des maisons qui étaient des vraies ruines et qui retapaient. C'était, en milieu populaire, on essayait d'acheter des maisons et puis on les achetait à des bas prix. Et donc, il fallait tout reconstruire. Donc, il y avait tout ce travail-là de construction. Et moi, je me suis rendu compte, alors je ne sais pas pourquoi, par contre, je n'étais pas avec les hommes. Je n'allais pas. Alors j'étais plus petit que les autres, donc je pense que c'est ça qui m'a amené. Donc j'ai fréquenté les femmes essentiellement. Et en fait, les femmes passaient leur temps à faire de la sociologie spontanée. C'est-à-dire qu'elles n'arrêtaient pas de dire. Alors c'était très dans le jugement quand même. Hein, c'est pas de la bonne sociologie quand même. Mais c'était des questions relationnelles. C'était un tel, il fait comme ça, ah, tu as vu. Enfin bon, c'était des propos sur les belles-sœurs, sur. Vous connaissez ce genre de choses. Et du coup, quand on est enfant et qu'on entend tout ça, ça traite de relations humaines. Et je me suis rendu compte que les femmes sont beaucoup plus affûtées pour regarder le monde social, elles sont beaucoup plus attentives. Alors ça, Bourdieu l'avait signalé dans ses travaux sur la domination masculine. Plus on est dominé, plus on regarde les autres. On apprend à savoir comment se débrouiller dans les relations, on est attentif. Il y a aussi le côté, je prends soin des autres, etc. Donc je fais attention à la manière dont ils se comportent, aux moindres signes de leur comportement, etc. Enfin, pour moi, c'est les débuts de la sociologie. Et j'ai appris, effectivement, beaucoup plus tard dans ma vie qu'effectivement, c'est des compétences, c'est des qualités qui ont fait que j'ai eu intérêt et que j'ai toujours intérêt à interroger des gens, à observer des gens dans la rue, dans le métro. Je suis toujours en train de regarder. Je suis un voyeur professionnel. Bon, comme j'ai ma carte, personne ne peut m'arrêter, mais c'est un vrai plaisir de regarder, d'écouter, d'essayer de comprendre des bribes de conversation, des logiques sociales qui se déploient en permanence. Et oui, les femmes, quand on les enquête, d'ailleurs, quand on enquête auprès de femmes, elles connaissent beaucoup mieux, elles savent beaucoup mieux parler des choses que les hommes. Les informatrices sont des meilleurs informateurs que les informateurs. Donc tout ça, c'est des choses que les sociologues savent quand ils enquêtent sur un terrain. Surtout quand il est question de pratique familiale. Vous posez la question aux hommes, comment est votre fils, votre fille, etc. Ils disent 2-3 mots, puis ils sont un peu à court, parce qu'ils sont moins investis dans l'éducation, dans le suivi, etc. Ils ont moins les mots aussi, parfois, que les femmes qui parlent beaucoup plus, qui sont beaucoup plus précises, etc. Donc autant de qualités qui font, je crois, l'ethnologue ou le sociologue de terrain.
Alors on va venir évidemment à cette question de la manière dont on rentre dans une scolarité, mais un mot quand même sur la personne qui vous a aidé à rentrer dans cette scolarité, qui est votre mère, qui avait un statut très particulier. Je ne sais pas s'il avait un statut de personne, j'allais dire, oui. qui a arrêté les études, qui a dû arrêter les études. Oui, trop tôt. Mais ça aussi, c'est un classique. C'est-à-dire que depuis, j'ai récupéré du savoir savant dessus. C'est-à-dire que quand on étudie des trajectoires d'ascension sociale, on se rend compte qu'il y a beaucoup de filles, notamment, qui ont réussi scolairement parce que leur mère s'était arrêtée un peu trop tôt et elles avaient été frustrées scolairement. Alors c'était le cas de ma mère, c'était l'aînée d'une famille de 6 enfants. Elle s'occupait de ses frères et sœurs. Il y avait très peu d'argent dans la famille. Mon grand-père était boulanger, ouvrier boulanger, et ma grand-mère était mère au foyer, donc ils n'avaient pas beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants. Et donc au moment où il s'agit de savoir si elle peut continuer au lycée, la question était vite réglée. C'est un peu comme Albert Camus, sauf que Albert Camus, lui, il y a un enseignant qui est arrivé en disant non, il faut qu'il continue, parce qu'il peut continuer au lycée, etc. Puis il y a des bourses, et puis bon... Voilà. Et bon, ma mère n'a pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui s'est penché sur son cas en allant voir mes grands-parents pour dire si, elle peut essayer au lycée, parce que c'était enlever une aide à l'intérieur de la famille. C'était risqué de ne pas y arriver financièrement. Donc évidemment, quand vous avez une mère qui s'est arrêtée trop tôt par rapport à ce qu'elle aurait pu faire, c'est une mère qui était très vigilante par rapport à la scolarité, qui était je me rappelle même, enfin c'est anecdotique, hein, mais quand je faisais ma thèse, les questions d'accord du participe passé, je pouvais demander à ma mère qui avait le certificat d'études. Moi, je suis d'une génération, enfin c'est pire aujourd'hui, je pense, parce qu'on n'insiste pas là-dessus. Hein, c'est pas le moment Finkielkraut de l'entretien. Je ne déplore rien. Les capacités textuelles des enfants sont incroyablement plus élevées qu'avant. Mais en termes d'orthographe, par exemple, la génération de mes parents était beaucoup plus affûtée sur un certain nombre d'applications des règles, quoi. Et donc voilà, j'ai bénéficié de ça et d'un sérieux général. Voilà, bien se comporter, bien écouter. Voilà. Ben voilà, justement, c'était pour cela que je voulais commencer par ces considérations biographiques, c'est que ça nous permet de rentrer finalement dans le cœur de votre ouvrage collectif, encore une fois, qui est qu'au-delà des considérations purement matérielles, n'est-ce pas, d'éducation, il y a quelque chose comme une superstructure, on pourrait dire, dans les comportements en famille, dans la manière dont on se parle à table, dans les sports qu'on pratique, dans tout un tas de choses dont on va parler, qui forment au fond une espèce de pédagogie invisible, hein, je crois que c'est votre expression, et que cette pédagogie invisible, évidemment, elle est très rentable pour ceux qui y ont accès et qui y ont droit, une fois entrés à l'école dès la 3e année de maternelle. Expliquez-nous un petit peu mieux que je ne viens de le faire. Alors, il y aurait tellement d'exemples, en fait. Nous, on a voulu traiter de questions d'inégalité de nature très, très différente, hein, qui partent du logement pour aller à l'alimentation, la santé, et en passant, évidemment, par un gros morceau, qui est celui qui est dans vos questions, c'est l'école, le rapport à la culture, à l'école, etc., qui est évidemment au cœur, parce que c'est la première institution qui arrive dans la vie d'un enfant pour commencer à le juger, à dire il va bien, il va pas bien, il se comporte bien, il se comporte pas bien, etc. Donc c'est vraiment, il se joue des choses dès l'école maternelle assez importantes. Alors là, on se rend compte qu'effectivement, c'est pas une question simplement de riches-pauvres en termes économiques, mais de riches-pauvres en termes, alors culturels, c'est pas simplement au niveau des pratiques culturelles. Il y a le classique des enfants dont les parents ne sont pas lecteurs, n'ont pas beaucoup de livres, ne sont pas abonnés à des revues, etc. etc. Et là, à ce moment-là, même la précarité économique peut conduire à une pauvreté culturelle, parce que même l'accès aux livres coûte quelque chose. On voit dans le cas de nos familles les plus précaires qu'une sortie au cinéma, oui, ça
un coût économique. Donc l'économie n'est jamais bien loin de la culture. Hein. Il faut pas dissocier les deux. Mais effectivement, il y a des choses qui sont culturelles et des choses culturelles qui sont un peu invisibles, auxquelles on ne penserait pas au départ. Alors, bon, aujourd'hui, on le sait mieux, mais il y a un marché, par exemple, des jouets, des jeux dits pédagogiques, qui sont des objets qui donnent l'occasion de construire des compétences et des dispositions qui sont scolairement tout à fait rentables. C'est un mot horrible, rentable, hein, mais bon, qui vont être payantes scolairement. Les enfants ont appris tellement de choses autour d'une table de jeu avec leurs parents. Quand on leur dit les règles, l'école, c'est l'univers de la règle, de la consigne écrite, de la consigne que quelqu'un va lire, qu'il va falloir comprendre, parce qu'ils ne savent pas encore lire et écrire, mais ils savent qu'il y a une règle qui est écrite, qu'il y a des consignes qui sont écrites, qu'il faut les connaître, qu'on s'y réfère s'il y a un problème dans le jeu, etc. Et puis, c'est le contenu même des jeux qui sont... qui est culturel ou à forte concentration pédagogique, hein, si on peut dire les choses comme ça. C'est-à-dire qu'on y apprend à lire quand même, à compter, à reconnaître des formes. Il y a une multitude, il y a une palette énorme, très très grande de petites pratiques qui commencent dès le berceau. Hein, quand vous mettez... moi, j'ai donné à mon propre fils les petits livres où vous mettez les doigts et puis vous rentrez les doigts dans le livre et vous apprenez à compter comme ça. Avec lui, il savait pas lire, il savait pas écrire, il savait pas encore parler, qu'on était déjà à lui montrer des choses comme ça, à faire des distinctions entre les couleurs, des distinctions entre le haut, le bas, la gauche, la droite, etc., etc. Bon. On pourrait multiplier comme ça les choses. C'est aussi dans les choses invisibles, entre guillemets, parce qu'elles sont là, présentes, mais personne ne pense que c'est des capitaux, c'est les manières de parler. Il y a des parents qui font très attention à la manière dont ils parlent et à la manière dont leurs enfants parlent. Ils les font bien prononcer les mots, et bien prononcer un mot, pourquoi on le fait? Parce qu'il va falloir l'écrire à un moment donné. Donc il y en a qui sont déjà dans l'avance par rapport à l'appropriation de la culture écrite, de la langue écrite, parce qu'on a veillé à bien parler, à bien prononcer, à formuler des phrases correctes. Il y a des parents qui estiment qu'il ne faut pas parler bébé à son enfant, donc on ne va pas dire le wawa, on ne va pas dire le coin-coin, on va dire le chien, le canard. Je vous fais la traduction, hein, parce que c'est pas simple. Voilà, on parle comme ça dès le début, même quand ils ne comprennent pas. Parce que après, pour eux, dès qu'ils sont dans le langage, ils sont dans ce langage-là. Et après, les adultes, on s'étonne presque que, quand ils arrivent à l'école maternelle, on peut avoir des enseignants qui disent ils parlent déjà comme des petits adultes, ils parlent comme des livres, enfin, il y a plein d'expressions comme ça, d'étonnement, mais c'est un étonnement qui n'est pas... Enfin, voilà, il n'y a rien d'étonnant à tout ça, parce qu'ils ont été vraiment dans ce bain linguistique, entre guillemets, très particulier, et d'autres n'en ont pas bénéficié, d'autres n'ont pas eu... les parents ne maîtrisaient pas la langue française, ou la maîtrisaient, étaient d'origine... vivant en France depuis plus longtemps, depuis plusieurs générations, etc. Et donc le français est là, mais un usage plus relâché de la langue, moins grammaticalement, lexicalement, etc., précise, correcte, et ainsi de suite. Donc voilà, on pourrait multiplier les petites choses. Il y a l'humour aussi qui joue un rôle. Ce qui me paraît très important, c'est qu'il y a une intuition derrière tout ça que beaucoup d'entre nous pourrions avoir. Mais c'est une chose d'avoir l'intuition et c'est une chose de le montrer, et notamment pour éventuellement des pratiques politiques ensuite qui pourraient essayer de transformer les choses. Quand vous dites par exemple les règles, c'est pas tout à fait la même chose de naître dans une famille dans laquelle on explique et on justifie en amont les règles, ou d'être dans une famille où on n'a pas le temps, ou alors on n'a pas les moyens pour le faire, et où tout d'un coup, quand vous arrivez à l'école et que vous avez 4 ans et demi, 5 ans, le maître se retrouve face à quelqu'un à qui il suffit d'expliquer que c'est comme à la maison, il y a des règles et on les justifie, ou bien un enfant qui, lui, n'a jamais eu cette justification-là et qui, tout d'un coup, va se heurter jour après jour à la punition. C'est en gros ça.
Oui, mais parce que, alors, c'est pas qu'ils n'en ont pas les moyens, c'est des habitudes. C'est des formes d'exercice de l'autorité qui sont différentes d'un milieu à l'autre. Et on voit que ça joue de manière très importante, surtout dans les petites classes où les enseignants ne cessent de dire il y en a qui sont déjà élèves et d'autres qui ne sont pas encore élèves. L'idée de métier d'élève, d'être quand même dans un état qui est un état de docilité quand même. Les enfants de classe moyenne et de classe supérieure sont beaucoup plus dociles. Ils ont appris à se tenir, à être un peu obéissants, même quand les parents... Alors ça, toujours les parents disent « Oui, enfin, ils sont pas si dociles que ça ». Moi, j'ai connu ça aussi. On se disait « Oh là, mais comment il va être à l'école ?» Et à l'école, il était parfait. Parce que les enfants résistent avec leurs parents, mais après, quand ils se retrouvent dans un marché un peu plus tendu que le milieu familial, tous les enseignants disaient « Oh, il est formidable », etc. Mais parce qu'il avait été préparé. Donc il faut toujours se méfier de son regard comme parent en disant oui, bon, ils sont pas si obéissants que ça, etc. À force de répéter les choses, d'expliquer, tu vois, on ne peut pas faire ça pour telle et telle raison, etc. En fait, on crée des habitudes chez l'enfant qui sont extrêmement compatibles par rapport à ce qui va se passer à l'école. Ou à l'école, par exemple, on ne frappe plus les enfants. Et c'est pas un regret que j'exprime, qu'on soit bien d'accord. On a eu frappé les enfants. On a eu pratiqué les châtiments corporels, etc. Aujourd'hui, non. On estime qu'il y a des règles, qu'il faut les dire, et il faut que les enfants soient autonomes face à ces règles. Et après, on cherche le moyen de faire respecter les règles aux enfants, mais il y a des enfants qui n'ont pas les bons signaux, je dirais. Ils ont l'habitude d'être arrêtés par leurs parents au moment où les parents décident que, là, ils ont dépassé les bornes. Mais comme ils ne passent pas leur temps à expliquer pourquoi il ne faut pas dépasser cette borne, où est la borne, etc., ils sont habitués à attendre qu'un adulte intervienne. Comme à l'école, les adultes n'interviennent pas, comme ça, en tout cas. Ils peuvent hausser le ton, il suffit de fréquenter des classes en milieu populaire pour savoir que le son peut quand même rapidement monter dans certaines classes. Il ne faut pas imaginer que les enseignants, il doit y en avoir dans la salle et ils savent très bien que les enseignants sont obligés de parler très très fort. Mais dans certains cas. Mais en tout cas, il y a des choses qu'ils ne vont pas faire. Et les enfants, donc, il y a une sorte de malentendu culturel dans l'interaction entre les enseignants et les enfants. Et voilà, et donc des enfants qui sont dits un peu indisciplinés, caractériels, qui sont très pénibles pour les enseignants. C'est des enfants qui, bien souvent, ils continuent tant qu'ils ne rencontrent pas les signaux qu'ils attendent et qu'ils auraient eus à la maison. Voilà. Est-ce que l'éducation nationale a parfaitement pris la mesure de ces inégalités qui sont d'ordre, encore une fois, pas forcément directement matériel et économique, et de la différence qu'il peut y avoir entre tous ces enfants. Parce qu'après tout, cette question des règles, comme vous dites, l'école est un monde de règles. Certains les ont déjà acquises, d'autres ne les ont pas acquises. Est-ce qu'on prend suffisamment le temps, justement, de justifier toutes ces règles? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le temps dans l'éducation des enfants, à qui il faut apprendre à lire, notamment, à cet âge-là, je crois que ça commence. Est-ce que l'éducation nationale a pris toute la mesure de toutes ces distinctions que vous évoquez? Déjà, ce que je peux dire, c'est qu'on connaît ces situations depuis bien avant Enfance de classe. Moi, j'ai publié un livre qui portait en partie là-dessus en 1995. Ça s'appelait Tableau de famille. Je décrivais déjà des malentendus dans les formes d'exercice de l'autorité. 95, 2019, il y a quand même un peu de temps qui est passé. Ça n'a pas provoqué grand-chose. Mais parce que c'est difficile. Parce que comment attraper ces choses-là ? En fait, les enfants sont dans leur famille, et d'abord dans leur famille, et donc apprennent à construire la structure de leur personnalité, leur type de comportement, leur perception des choses, ont intériorisé des seuils de tolérance de la violence. Il y a des enfants qui ont appris
vraiment à pas frapper les autres, à être extrêmement retenus, contrôlés, etc. Pendant que d'autres, on les a laissés un peu plus faire de ce côté-là. Bon, c'est des choses qui se construisent pendant toutes ces années hors école. Et quand ils arrivent à l'école, ils arrivent dans des états très différents. Que peut faire l'école ? Alors je pense que au mieux, c'est de se rendre compte que toutes ces choses-là n'ont rien de naturel, qu'elles ont été construites ou pas dans les familles, qu'elles ont été construites dans tous les cas, mais différemment, et que du coup, il vaut mieux expliciter les choses qu'on demande. Et c'est vrai que l'école ne pense pas toujours, parce que c'est un travail énorme, d'expliciter tout ce qui est implicite. Tout ce qu'on attend implicitement d'un enfant, il faudrait pouvoir faire la liste de tout ce qu'on attend et pouvoir arriver à le dire aux familles, à le dire aux enfants, à ce que les choses soient un peu plus sur la table plutôt que attendues implicitement. Et comme elles ne viennent pas, on sanctionne ou on réagit en disant aux parents, écoutez, il est pénible, il faut faire quelque chose, etc. Mais voilà, je ne dis pas que c'est trop tard, mais en tout cas, il y a déjà du temps qui est passé. Il y a des enfants dont par exemple, on a des cas d'enfants des classes moyennes. Les enseignants ont dit, c'est des élèves vraiment idéaux. Enfin, c'est de très bons élèves, ils sont très gentils, ils rangent les choses à la fin de leur activité, ils vont aider leurs camarades quand ils ont terminé, ils demandent la permission quand ils veulent aller aux toilettes, enfin, le bonheur, quoi. Enfin, voilà. Pendant que d'autres, au même moment, c'est n'importe quoi au sens scolaire. Ils vont se lever, ils font pas si on n'est pas derrière eux, ils commencent pas à travailler. On est derrière eux, ils commencent une chose, et puis dès que l'enseignant forcément est obligé de circuler, ils se mettent à faire autre chose. Mais parce qu'ils n'ont pas les mêmes habitudes, les mêmes degrés de concentration, les mêmes intériorisations de règles, etc., etc. Voilà. Il semble que l'année prochaine, on va fêter le 50e anniversaire du livre de Bourdieu et Passeron, la reproduction. C'est pas un scandale français quand même qu'on n'arrive pas à réduire grâce à l'école mieux et faire en sorte les inégalités et faire en sorte qu'il y ait plus de gens comme vous finalement qui viennent de milieux populaires et qui sortent du lot. C'était pas un projet ça d'ailleurs national à une certaine époque ? Si, et puis même Bourdieu avait fait un rapport, je ne me rappelle plus en quelle année, je crois que c'était en 82, 83, un rapport sur l'enseignement du Collège de France avec François Gros, qui était biologiste. Ils avaient fait un rapport pour dire voilà, tout ce qu'on pouvait améliorer dans le système scolaire pour transformer la situation dans le sens d'une réduction des inégalités. Après... Alors, première chose, le scandale, oui, enfin, moi je pense qu'il y a un grand scandale, mais le scandale est permanent. Et le scandale n'est pas que français. Alors, on compare des situations dans le monde, et il y a des sociétés plus inégalitaires que d'autres dans le rapport au savoir scolaire, à la langue, etc. La France est quand même pas super bien placée. Mais franchement, c'est un scandale mondial, parce que dès que vous avez les deux grands ingrédients, c'est que vous avez des sociétés hiérarchisées en classes sociales et des systèmes scolaires, vous avez tout pour produire de l'échec scolaire et des inégalités d'accès à la culture et au savoir scolaire. Donc, au fond, c'est ça le problème. C'est pour ça que, au fond, je suis heureux que vous ayez commencé à parler aussi de Piketty. Parce que les questions que pose Piketty sont complètement liées à celles qu'on pose. Je regrette parfois même que Piketty, dans son ouvrage précédent, il n'ait pas insisté un peu plus sur le capital culturel. Il y insiste dans celui-là. Je sais. Et donc, je suis ravi parce qu'on voit que on peut aller dans le même sens, etc. Mais lui, il fait des propositions qui sont plus de l'ordre de la propriété, des héritages matériels. Nous, on est beaucoup plus fort dans la question des héritages immatériels, culturels, moraux, etc. Mais au fond, on pointe les mêmes problèmes. C'est un problème de redistribution des richesses qui est à l'origine de tout ça et qui fait que, moi, Piketty est plus inquiétant que moi d'une certaine façon, parce que lui, quand il dit il faut réduire les écarts, ça veut dire que les riches, forcément, ils seront moins riches.
Moi, ce que je propose, c'est que tout le monde soit enrichi culturellement. C'est moins inquiétant, parce que quand un enseignant transmet ses savoirs pour apprendre à lire et à écrire aux enfants, il n'a pas perdu ses savoirs, qui est une bonne chose. On n'est pas obligé de les reformer à la base, parce que si on prend au pied de la lettre l'idée d'héritage, on se dit, je transmets mon capital culturel à la génération d'après, donc je ne l'ai plus. Donc normalement, les enseignants, si la métaphore était très juste, ils devraient plus savoir lire et écrire après avoir appris à lire et écrire. Bien heureusement, ça ne fonctionne pas comme ça dans le monde de la culture. Alors que ça fonctionne comme ça. Si vous donnez 50 € à quelqu'un, vous avez 50 € en moins. L'affaire est réglée. En revanche, et là c'est un peu plus inquiétant, c'est que si vous réduisez les écarts d'héritage culturel, enfin entre capitaux culturels, effectivement, vous limitez les valeurs rares. Et on sait très bien que le capital culturel, pourquoi on dit capital culturel, justement, c'est parce que c'est aussi de la valeur. Sur des marchés, notamment sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, on sait bien qu'on reste moins longtemps au chômage quand on a plusieurs années d'études supérieures à son actif. Donc, c'est... Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez dire qu'il y a... Ça veut dire que même... Tout le monde ne serait pas heureux que le capital culturel soit mieux partagé. Oui, voilà. Mais il ne faut pas le dire. Sinon, ça inquiète un peu trop. Mais au fond, bien sûr, à partir du moment où quand vous étiez dans une situation au Moyen-Âge où il y avait une petite minorité qui savait lire et écrire et les autres qui écoutaient et qui étaient éduqués par les images et par le discours oral, évidemment, savoir lire et écrire, on était les rois du monde. À partir du moment où vous faites rentrer toute une population dans la lecture et l'écriture, c'est plus par ça qu'on va se distinguer. Donc on va commencer la course folle qui ne cesse depuis qu'il y a un système scolaire dans tous les pays. C'est avoir le bac qui distingue, puis aujourd'hui on sait bien que le bac c'est plus ce que c'était, etc., etc. Et on ne sait pas à quel moment ça va s'arrêter, parce qu'il y a forcément des limites. On ne peut pas rester à l'école jusqu'à l'âge de 35 ans, c'est pas encore que... On peut reprendre après, un peu plus tard. Oui, ça se fait surtout dans la nature des formations proposées, mais on voit bien qu'effectivement, si vous preniez début XXe siècle, le baccalauréat, c'était là aussi une minorité qui avait le baccalauréat. Et puis on est passé à une situation où quand même une grande majorité a le baccalauréat sous des formes différentes, ce qui fait d'ailleurs que ceux qui n'ont pas le bac aujourd'hui sont dans une situation encore plus terrible. Parce que, oui, c'est d'évaluer leur CAP, leur BEP, et d'évaluer, ou quand ils n'ont aucun diplôme, ce qui arrive encore, évidemment, leur situation est totalement dévaluée sur le marché de l'emploi. Vous aviez conscience, vous-même, lorsque vous faisiez des études au collège et au lycée, des inégalités, justement, dont on parle ici, qui ne sont pas forcément matérielles, qui ne sont pas forcément visibles, mais qui peuvent s'exprimer dans la cour d'un collège ou d'un lycée entre camarades ? Pas du tout. Pas du tout. Non, mais c'est ça qui est terrible. Enfin, terrible, non, au fond. Mais disons que je pense que on les découvre assez tardivement, en fait. Alors souvent, c'est l'expérience au lycée. C'est au lycée qu'on commence à se rendre compte qu'on a des camarades qui ne sont pas de même milieu social que nous, Voilà, mais moi je l'ai très peu vécu parce que j'étais dans une sociabilité très familiale et j'ai eu quasiment aucun ami. Enfin, c'est terrible de dire ça. Je n'ai aucun ami. C'est un appel. Mais en fait, parce que les familles populaires, et ça aussi c'est très connu des sociologues, sont beaucoup plus renfermées sur l'espace domestique, sur l'espace familial. Nous, nos sorties, c'était aller chez la grand-mère, chez la tante, etc. Ce qui fait que j'avais peu de moyens de comparaison. Les comparaisons étaient internes à ma famille, donc je voyais bien qu'il y avait plus bas que nous. Parce que ma mère, encore, elle arrivait à tenir le bateau. On avait des cas de famille qui étaient vraiment pas bien, quoi. Avec des cas d'alcoolisme, enfin, bon, des choses pas terribles familialement. Et donc, moi, paradoxalement, je me sentais plutôt bien, quoi, plutôt privilégié.
C'est après qu'on se rend compte. C'est quand on rencontre quelqu'un. Alors, si vous êtes invité à un anniversaire, si encore une fois, m'arrivait pas à l'époque, hein, mais où la personne vous invite et puis il y a une piscine dans la maison, là, vous vous rendez compte que vous pouvez pas rendre le don. S'ils viennent dans votre HLM, voilà, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de possibilité d'offrir les mêmes choses. Et là, on commence à prendre conscience de ces écarts-là. Mais moi, j'en ai pris conscience tardivement. J'allais dire que je les ai vécus sans me rendre compte de ce qui se passait. Et j'ai compris beaucoup plus tard que il y avait des sacrifices énormes faits par ma mère, mais qu'elle n'en faisait absolument pas état. On savait qu'elle s'habillait pas comme elle aurait voulu s'habiller, que elle achetait, elle regardait toujours les prix des produits, etc. Mais c'était pas une obsession et les enfants étaient un peu hors de ça. Donc nous, on voyait pas trop le problème. Voilà. C'est fou comme le temps passe vite. Je souhaiterais que c'est fini. Tout le monde puisse poser, tous ceux qui souhaitent poser une question puissent poser une question. J'en ai une dernière tout de même, parce que je sais que je la poserai tout à l'heure ce soir à Thomas Piketty aussi. On a l'impression, en ayant lu votre livre, en ayant lu son livre, que longtemps, les disciplines sont restées un petit peu séparées et que les sujets de thèse, par exemple, devenaient de plus en plus pointus à l'intérieur d'une discipline, au point que tout ça était un petit peu éparpillé et qu'il fallait déjà être très savant pour pouvoir les lire aussi. Face mettons, l'effondrement dont tout le monde parle, en tout cas face aux nouvelles inquiétudes qui se propagent, qui se développent partout, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les disciplines doivent se rapprocher, qu'il pourrait y avoir une espèce de, je sais pas, d'international des chercheurs dans différentes disciplines, parce que beaucoup de choses se recoupent en réalité entre votre livre, ou en tout cas, le lecteur peut recouper beaucoup de choses pour sa gouverne personnelle entre votre livre et celui de Thomas Piketty. Oui, mais nous-mêmes, on doit recouper les choses. Enfin, ça, c'est un de mes combats personnels depuis quelques années. Et je compte, au cours des prochaines années, aller plus vers ça. C'est que je pense que nous ne pouvons pas vivre dans des univers monodisciplinaires. Ça n'a pas de sens. Depuis très longtemps, pour des raisons d'objet de ma thèse, quand j'ai travaillé sur l'écriture, forcément, je lisais des linguistes. Les sociologues n'avaient pas travaillé dessus. C'était les ethnologues ou anthropologues qui avaient travaillé sur l'écrit. Hein, il y a un grand anthropologue britannique qui s'appelle Jack Goody qui avait travaillé sur le rôle des cultures écrites dans l'histoire, dans l'organisation sociale et dans le développement des savoirs. C'était formidable. Et je me disais, il n'y a aucun sociologue de l'éducation qui lit Jack Goody et qui en tire profit, alors que c'est vraiment au cœur de la question scolaire, la question de la nature scripturale des savoirs. Donc moi, j'ai commencé un peu comme ça dans le métier. J'ai eu de la chance d'avoir ces objets-là qui m'ont forcé à avoir Roger Chartier, enfin forcé à avoir Roger Chartier dans son jury, ça va, on a connu pire contrainte, mais d'avoir Daniel Fabre, qui malheureusement est décédé aujourd'hui, mais voilà, des anthropologues, un historien, et j'ai continué comme ça à lire des psychologues, des linguistes, et ainsi de suite, parce que au fond, les questions dont on traite sont à peu près les mêmes, on se rend compte, mais traitées par des habitudes disciplinaires très très différentes, et que bien souvent, on recommence à zéro quelque chose qui est déjà travaillé dans un autre univers, et c'est une sorte de déperdition d'énergie scientifique qu'on a vraiment intérêt à habituer, mais ça c'est une question de formation des étudiants, à habituer les étudiants très tôt à avoir une culture très, très multidisciplinaire. Et je dirais au-delà. C'est-à-dire même les travaux, j'ai travaillé sur la question du rêve, comme vous le rappeliez tout à l'heure récemment. On ne peut pas travailler sur la question du rêve si on lit pas les neuroscientifiques qui nous disent qu'est-ce que c'est que l'état du cerveau quand on dort, parce que c'est quand même très particulier, les représentations qu'on se fait du monde alors qu'on est en plein sommeil. Donc je ne peux pas faire abstraction de ça. Donc je commence à lire les neuroscientifiques, et puis les psychologues cognitivistes, et puis les linguistes qui travaillent sur le rôle de la langue dans le rêve, et ainsi de suite. Et on ne peut pas faire autrement. Mais bon, j'ai l'impression d'être une sorte de chercheur en sciences sociales ou en sciences humaines et sociales, et que c'est comme ça qu'il faut qu'on se définisse, et pas comme sociologue, historien, anthropologue, etc.
Merci Bernard Lahire. Je vous propose de lever la main si vous avez envie de poser une question. Madame, peut-être, au premier rang. On va vous apporter un micro dans un instant. Je suis moi-même issue d'un milieu populaire, bon, promotion par la culture, par les études. Dans mon CM2 de banlieue, sur une trentaine d'élèves dans les années 60, nous avons été 4 à entrer au lycée. Et bon, j'ai été professeur de français pendant des années. Et bon, vous parlez de l'élévation du capital culturel. Bien sûr, il faut au maximum donner des bases culturelles à tout le monde. Mais moi, ce que je déplore, et je l'ai vu, et c'était comme ça il y a 50 ans, et c'est toujours pareil, c'est le mépris qu'il y a en France pour les métiers non intellectuels, les formations manuelles. Il y a des tas de jeunes qui n'aiment pas l'école. Tout le monde n'aime pas l'école. Tout le monde n'a pas envie d'être dans un bureau. Et on fait tout pour les mépriser, les décourager. J'entendais encore récemment le témoignage d'une petite jeune fille qui réussissait bien à l'école, mais elle avait une passion, la pâtisserie. Oh, tu veux faire de la pâtisserie, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, maintenant elle est à l'école Ferrandi. Bon, c'est pas n'importe quelle école de cuisine, mais il y a plein d'exemples comme ça. Et c'est bon. Et combien j'ai vu d'élèves qui se hissaient péniblement jusqu'au baccalauréat, qui décrochaient leur baccalauréat et qui, au bout d'un mois en faculté, étaient complètement paumés, et que je retrouvais des petites jeunes filles caissières au supermarché du coin. Il n'y a pas de honte à être caissière au supermarché, mais c'est pas la peine d'avoir un bac. Et si on les avait mieux orientés, si on avait pu tenu compte de leur goût et de leurs désirs, je pense que ça serait meilleur. Je pense qu'il faut une diversification des formations et une attention plus grande au goût des gens et aux vocations. Voilà. Alors, je suis d'accord et en même temps, il y a un problème. Je ne vous le cache pas. C'est-à-dire que le problème, c'est que si tout se valait après sur le marché de l'emploi, ça ne poserait aucun problème. Je vous donnerais entièrement raison. Il se trouve que être caissière, c'est être à 1 000 € par mois. Oui. Oui, mais si vous voulez, ou même, alors prenons, parce qu'on a du mal à penser qu'il y a des vocations pour être caissière. Et c'est pas un mépris que j'exprime, mais je pense qu'il y a des métiers où c'est plus difficile, alors que les autres exemples que vous avez donnés, avoir envie d'être pâtissier, parce que c'est associé à des savoirs, aussi à une indépendance de l'activité, etc., c'est plus valorisé. Mais aussi, il faut prendre acte du fait que s'il y a ce mépris dont vous parlez, ou ce dédain pour ces formations professionnelles courtes, etc., et pour ces métiers-là, c'est parce que, concrètement, si je réduis à la question économique, vous avez des gens qui valent 10 fois, 100 fois, 1000 fois les autres, la vie des autres. Et que c'est ça qui pose problème. De mon point de vue, et ce qui est très bien avec l'ouvrage de Piketty ou le nôtre, c'est qu'on réouvre des questions qui étaient fermées complètement. Personne ne se pose ce genre de questions. Savoir, est-ce que c'est normal, par exemple, qu'un éboueur gagne moins qu'un chirurgien? J'y vais franco, vous voyez. Parce que je sais que quand même on a du respect pour des gens qui bouleversent, enfin qui peuvent nous sauver la vie, etc. Mais enfin, le rôle des éboueurs, c'est d'éviter qu'il y ait des rats, des épidémies, etc. Alors je vais monter un peu plus. Prenons des infirmières. Pourquoi les infirmières sont si mal payées alors qu'elles sont, personne ne doutera de leur utilité, de l'importance de leur rôle, etc. La même chose pour les enseignants, les professeurs des écoles, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on voit bien que aussi le mépris ou la reconnaissance vient du fait que ça ne vaut pas la même chose dans le monde social. Et c'est ça qu'il faudrait changer. Quand je dis de manière comme ça, très irresponsable politiquement, et de manière, je l'assume totalement, imaginons que nous décidons qu'un chirurgien gagne la même chose qu'un éboueur, qu'un président de la République gagne la même chose qu'une caissière. Bon, ça changerait beaucoup. Tout serait changé. Et je vois
Alors, si on faisait ça, ça voudrait dire que, de toute façon, une caissière gagnerait plus que ce qu'elle touche aujourd'hui. Et évidemment qu'un président de la République ou qu'un grand patron, surtout les grands patrons, gagnerait beaucoup moins que... Parce qu'un président de la République, c'est vraiment rien du tout à côté des grands patrons de l'industrie et du commerce. Ouais, on deviendrait grand patron, etc., parce qu'on aime ça, parce que c'est intéressant, parce que, etc., pour des raisons de goût personnel, etc. Et par ailleurs, on dirait, moi, je me sens pas à faire autre chose que éboueur ou ceci ou cela. Bon, il faudrait discuter, voilà, des conditions dans lesquelles on accède à ces métiers-là, mais on gagnerait la même chose. Et tout le monde est utile. On considérerait que tout le monde est utile socialement, tout le monde mérite même salaire. Et sachant qu'il y aurait encore des inégalités, malgré ça, le fait d'être président de la République ou le fait d'être cadre supérieur, il y a des écarts de 6 ans d'espérance de vie. C'est-à-dire que quand vous êtes ouvrier, vous avez une trentaine d'années, vous avez en espérance de vie 6 ans de moins qu'un cadre supérieur. Enfin, Voilà, c'est le scandale absolu. Et ce scandale, il existe depuis très longtemps et personne ne s'en émeut, en fait. Donc, en fait, voilà, il y a beaucoup de questions qui sont comme non posées, je dirais, parce que c'est très délicat d'aborder ces questions, que les gens commencent à dire « Oui, mais enfin, est-ce que vous ne seriez pas un peu dictatorial à vouloir que tout le monde... » Non, il y a liberté, égalité, fraternité... Une société réellement égalitaire, voilà, considérerait que c'est même pas un écart de 1 à 5, comme certains proposent déjà en se faisant taper dessus. Moi, voilà, sociologue, je dis, voilà, imaginons une société où tout le monde serait au même niveau de salaire. Ah ouais, ça changerait tout. Et on aurait réglé une partie du problème que vous évoquez. Une autre question ? Monsieur ? Oui, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez des résultats des classes à 12 élèves là, dans les quartiers populaires, et qu'est-ce que vous penserez éventuellement s'il fallait les améliorer ? Alors c'est mieux qu'à 24 ou à 30. Il faudrait que ce soit fait partout, ce qui n'est pas le cas. Il y a des témoignages d'écoles où il devrait, et puis il n'y a pas ce dédoublement, donc il faut absolument veiller à ça. Mais c'est en deçà de ce qu'il faudrait faire. Largement, là aussi, enfin, vous allez me trouver jusqu'au boutiste, mais sachant que le rôle de compensation que peut jouer l'école sera d'autant plus fort que on peut interagir avec les enfants de manière très récurrente. C'est-à-dire qu'on ne lâche pas les enfants. C'est ce qu'on fait dans une famille, hein. C'est-à-dire que ceux qui sont dans leur famille, ils ont toujours entendu parler d'une certaine façon, ils ont eu toujours les bons jeux, toujours les bonnes sorties, toujours les bons livres avec des caractéristiques poétiques, esthétiques, etc., impeccables, toujours les bonnes choses dans tous les domaines. Et ils arrivent à l'école avec ce bagage-là. Donc, si l'école veut compenser ça, il faut absolument qu'on ait très très peu d'enfants et qu'il y ait, pas forcément de manière, une sorte d'entraînement militaire, voilà, où on les mettrait à l'entraînement permanent, etc. Mais il faudrait, sous forme diverses, ludiques autant que systématiques en termes d'appropriation des savoirs, surtout quand ils sont petits, c'est pas possible. Mais il faudrait arriver à mettre en place des situations pédagogiques que certains n'ont pas connues dans leur famille. Et si vous imaginez une classe, plus elle grandit, plus cet enfant est noyé, moins il a l'occasion d'interagir, plus il peut aller prendre la tangente et faire autre chose que ce qu'on lui demande de faire, etc. Donc c'est des heures perdues. Voilà. Plus il y a d'élèves, moi j'ai entendu il y a quelques années, je ne dirais pas quel ministre, qui était responsable de l'enseignement de maternelle, dire « Oh oui, mais il pourrait être 60, c'est une question, c'est sûr qu'il faut avoir la niaque ». Non, alors oui, effectivement, il faut avoir la niaque, parce que si on en a 60 devant, quand on imagine en plus que c'est des 3 ans et qu'ils peuvent éventuellement avoir envie de faire pipi, ce que
ce que n'ont pas toujours en tête les ministres quand ils parlent. Non, ça va pas du tout. Et effectivement, passer à des effectifs beaucoup plus faibles, c'est raisonnable, mais il faudrait aller beaucoup plus loin pour avoir des effets significatifs. Voilà. Voilà, malheureusement, je crois que nous n'avons plus beaucoup de temps, parce qu'il y a... Ah non, nous avons peut-être encore la place pour une question, parce que je crois que derrière, il n'y a pas d'invité. Donc, Madame, dans les escaliers... Oui, je fais des réponses trop longues, peut-être. Non, pas, du moins pas à mon avis. Pour rebondir un peu sur la question qui a été précédemment posée, la scolarisation à partir de 3 ans. Est-ce que vous pensez que cela peut permettre justement une acquisition des règles dans le cadre du collectif de manière un peu plus avancée s'ils ne l'ont pas dans les familles, justement. Et à condition qu'ils ne soient pas 60 dans les classes. On est bien d'accord? Oui. Pour le moment, ils n'ont pas eu l'idée de les mettre à 60, hein, donc tout va bien. Ça peut arriver à un moment aussi. Alors évidemment que oui. Alors ça, on a des chiffres. Hein. C'est aussi l'avantage des sciences sociales, c'est qu'on a des grandes enquêtes. Il y a un rapport international qui montre très clairement que la scolarisation à 2 ans est très favorable aux enfants de milieux populaires. Donc ça veut dire qu'on a délaissé la scolarisation à 2 ans et le rapport international en question note le fait qu'on le paiera en inégalité supplémentaire. Voilà, c'est aussi mécanique que ça. C'est pas simple de scolariser à 2 ans, mais il faut savoir qu'on a enlevé des enseignants. Voilà, les tout petits n'ont pas été très soutenus au cours des dernières décennies. Et du coup, ça, c'est un vrai problème en termes de réussite. Plus c'est pris tôt, et plus, effectivement, il y a possibilité de limiter les écarts. Il y en aura toujours des écarts. De manière un peu provocatrice, des fois je dis qu'il faudrait retirer les enfants aux familles. Non, mais c'est provocateur, mais c'est juste pour faire comprendre le problème. Parce qu'effectivement, c'est les familles qui produisent. Les familles sont différentes. Elles habituent leurs enfants à des codes culturels, des codes de comportement, etc., très différents. Et du coup, c'est ça qui est à l'origine des écarts que les enseignants enregistrent. Les enfants arrivent dans des états différents. Donc évidemment, si je dis des choses aussi provocatrices, c'est juste pour faire penser et dire, au fond, oui, plus on intervient précocement, plus on aide précocement. Mais l'aide, elle n'est pas que pédagogique, culturelle, etc. Elle est aussi politique du logement, politique d'aide aux familles diverses et variées. Il y a des enfants de notre enquête qui n'ont pas mangé à leur faim les premières années de leur vie, qui ont des dents qui sont abîmées, qui ont des problèmes de vue, qui ont des problèmes de poumons, qui ont des... Enfin, un peu... Voilà, donc les inégalités sont d'ordre extrêmement différentes. Et plus on est dans la prévention, plus on renforce, et j'insiste, peut-être ce sera le dernier mot, hein, sur plus les services publics sont forts et moins les inégalités sont grandes. Or, on attaque les services publics depuis très longtemps maintenant. Donc à chaque fois qu'on attaque un service public, on attaque le commun, on attaque des possibilités de donner à tout le monde la possibilité. Et encore, on a de la chance d'être en France par rapport à notre système de sécurité sociale. Aller aux États-Unis pour vous faire opérer, il faut passer gratuitement, il faut passer en dessous du seuil de pauvreté, quoi. Donc là, on voit bien que plus on défend les services publics, plus on réduit les écarts entre les populations, parce que tout le monde bénéficie du minimum de santé, de culture, d'éducation, de pédagogie, etc. Merci Bernard Lahire. Merci à vous. Et merci